La bougie au centre de la table brûlait encore, lorsque le baron Ignace de la Tour d'Auvergne sentit la première brûlure. Ce ne fut pas une douleur fulgurante, mais presque discrète, une chaleur qui montait lentement dans sa poitrine, comme une braise cachée sous la cendre. Il posa son verre, regarda le vin, la couleur était la même que toujours, un rouge sombre, presque noir, à la lueur des bougies, l'odeur aussi. Mais quelque chose dans cette gorgée était arrivé différemment, trop lourd, trop lent, comme si le liquide savait quelque chose qu'il ignorait encore. Autour de lui, la table était mise, comme tous les soirs, la nappe en lin blanc, l'argenterie, les hauts chandeliers qu'Hermeline avait fait venir de Paris il y a 3 ans, et que le baron n'avait jamais jugé nécessaire, mais qu'il n'avait jamais non plus fait enlever. Hermeline, assise à sa droite avec ce sourire qu'elle réservait aux occasions mondaines, le genre de sourire qui a la forme juste et aucune chaleur. Hector à sa gauche, coupant sa viande avec des mouvements trop précis pour quelqu'un de détendu. Le docteur Clément au fond, la serviette pliée sur ses genoux, son verre à peine touché depuis qu'il avait été servi. Le baron Ignace tenta de parler, sa bouche n'obéit pas. Il tenta de lever la main. Son bras resta où il était, lourd comme une chose morte, et alors il comprit, avec la clarté froide de celui qui a passé sa vie à prendre des décisions rapides dans des situations qui ne pardonnaient pas l'hésitation, que son corps s'était arrêté, qu'il tombait lentement, comme un arbre foudroyé qui ne sait pas encore qu'il va s'effondrer, et que personne autour de cette table ne s'était levé. Hermeline fut la première à parler, après qu'il eut heurté sa chaise et glissé sur le côté. Clément, juste ça, le nom, sans cri, sans sursaut, sans chaise traînée en urgence, comme on appelle un domestique pour régler un contretemps mineur. Le docteur Clément était déjà debout, les doigts sur le pouls du baron, le visage aussi composé que celui qui examine une pièce d'horlogerie qui s'est arrêtée. 2 secondes. 3. Il n'appela pas le baron par son nom, ne dit pas que tout allait bien. Ne dit rien de ce qu'un médecin dirait s'il était surpris. « Il est vivant », dit-il enfin. « Mais nous devons le sortir d'ici. » Hector s'essuya la bouche avec sa serviette avant de se lever. Dans un coin de la salle à manger, adossée au mur à côté du buffet en palissandre, se tenait Lucie. Elle était arrivée avec le plat de service du second plat quand tout s'est produit. Elle tenait encore le plat entre ses mains lorsque le baron est tombé. Et elle n'a pas bougé. Elle est restée là, les yeux fixés sur lui, ni effrayée, ni indifférente, avec quelque chose entre les deux que le baron, même en tombant, même la poitrine en feu, enregistra sans pouvoir nommer ce regard. Ce fut la dernière chose nette qu'il vit avant de fermer les yeux. Ils le portèrent jusqu'à la chambre principale, au premier étage. Hector par les pieds, 2 des hommes du domaine par les épaules. Hermeline devant, ouvrant les portes, tenant la bougie d'une main et soulevant sa jupe de l'autre pour ne pas trébucher dans les escaliers. Le docteur Clément à côté, 2 doigts toujours sur le pouls, comptant les battements en silence. Le baron Ignace entendit tout. Il entendit le bruit de ses propres bottes traînant sur le couloir de pierre froide. Il entendit le grincement de la porte de la chambre qu'il avait demandé de faire réparer il y a 2 mois et que personne n'avait réparé. Il entendit le matelas de paille recevoir le poids de son corps avec un son étouffé, et il entendit, tandis qu'on arrangeait encore les oreillers sous sa tête avec une efficacité qui n'avait rien de tendre, la voix d'Hector, basse, calculée, adressée au médecin comme si le baron n'existait pas dans la même pièce. Combien de temps peut-il rester comme ça? Le docteur Clément répondit aussi à voix basse, mais pas assez basse. Ça dépend de ce qui a été utilisé. Si c'est ce que je pense, ça peut être une nuit, ça peut être plus. Et il se souviendra? Demanda Hector. Quand il se réveillera, il se souviendra de ce qu'il a entendu? Une pause. Le genre de pause qui a du poids. Pas nécessairement, dit Clément. L'effet a tendance à brouiller la mémoire récente. Ce qui précède l'épisode a tendance à se perdre. Hector ne répondit pas, mais le baron, allongé et absolument immobile, sentit avec une netteté qu'aucun muscle ne pouvait exprimer ce que cette question signifiait.
Ce n'était pas la question d'un fils inquiet pour la santé de son père. C'était la question de quelqu'un qui devait calculer l'ampleur de sa propre négligence. Avant de continuer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne et dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez, car ce que vous êtes sur le point d'entendre n'est pas seulement l'histoire d'un homme qui a été empoisonné. C'est l'histoire d'un homme qui a passé sa vie entière à croire que le pouvoir protégeait celui qui le détenait et qui a découvert en une seule nuit qu'il était plus seul que le dernier des ouvriers du domaine. Hermeline fit sortir tout le monde. Elle resta seule avec son mari pendant peut-être 3 minutes, le temps suffisant pour vérifier qu'il respirait, pour écarter les cheveux de son front avec un geste qui avait la forme de la caresse sans aucune de sa chaleur, pour regarder autour de la chambre, comme quelqu'un qui fait une dernière vérification avant de quitter une pièce qu'il n'a pas l'intention d'occuper de sitôt. Puis elle se retourna, alla à la fenêtre, regarda la cour sombre en bas, où les lanternes des communs étaient encore allumées, où des ombres se déplaçaient lentement entre les constructions de terre et de bois. Elle resta ainsi un temps que le baron ne sut mesurer, car le temps, sans corps pour le sentir, était devenu autre chose. Et puis elle appela, sans élever la voix, « Lucie ». La domestique apparut à la porte en moins d'1 minute. Elle était déjà dans le couloir. Elle savait déjà ou simplement elle attendait déjà. Le genre de choses qui arrivent quand on passe des années à être invisible dans une maison et qu'on apprend à lire ce qui est dans l'air avant que ça ne devienne du vent. « Tu vas rester ici cette nuit », dit Hermeline sans la regarder, les yeux toujours fixés sur la fenêtre, sur l'obscurité du dehors. « S'il bouge, s'il fait le moindre bruit différent, tu viens m'appeler dans ma chambre. Ne crie pas, ne réveille pas la maison. Viens m'appeler en silence. »« Oui, madame. » Hermeline se tourna maintenant, les yeux fixés sur elle, avec cette précision que le baron avait passé des années à admirer et à ne jamais complètement comprendre. « Il n'est pas nécessaire de lui parler, il n'est besoin de rien, il n'entend pas. » Lucie baissa la tête. « Oui, madame. » Hermeline sortit, la porte se referma avec un déclic sec, et pendant un long moment, la chambre resta dans un silence absolu, seulement le grincement du bois qui s'installait dans le froid qui descendait de la montagne, seulement la respiration du baron, lourde et régulière comme quelque chose de mécanique, et le froufroutement discret de la jupe de Lucie, tandis qu'elle tirait le tabouret en bois près du lit et s'asseyait. Elle ne le regarda pas tout de suite. Elle garda les mains sur ses genoux, les yeux au sol, comme quelqu'un qui attend que le silence s'installe avant de faire quoi que ce soit à l'intérieur. La bougie sur la table de chevet projetait de longues ombres sur les murs chaulés. Dehors, au loin, le son de quelqu'un fermant le portail de la grange. Puis, plus rien. Le baron Ignace pouvait tout entendre. Il pouvait sentir la faible chaleur de la bougie sur le côté de son visage. Il pouvait entendre sa propre respiration entrer et sortir comme quelque chose de séparé de lui, comme une machine qui fonctionnait encore pendant que le propriétaire était absent. Et il pouvait entendre de très près la respiration de Lucie, qui n'était pas la respiration de quelqu'un qui a peur, ni de quelqu'un en paix. C'était la respiration de quelqu'un qui était en train de décider quelque chose. Pendant un long moment, aucun des deux ne fit rien. Elle ne dormit pas. Il ne dormit pas. La bougie baissait, faisant couler de la cire blanche sur le côté du chandelier en fer. Et puis Lucie se pencha légèrement en avant, posa les coudes sur ses genoux, leva les yeux vers le visage du baron et resta ainsi à le regarder assez longtemps pour que n'importe quelle personne vivante se sente mal à l'aise et détourne le regard. Le baron ne sia pas, ne respira pas différemment, resta exactement comme il était. Elle observa sa respiration, observa ses yeux fermés, observa ses mains ouvertes le long du corps, trop immobiles pour être naturelles, ou trop naturelles pour qui saurait quoi chercher. Et puis, très lentement, Lucie ouvrit la bouche. « Je sais que monsieur m'entend », dit-elle à voix basse, sans accusation, sans peur, comme quelqu'un qui constate le temps qu'il fait dehors. « Je connais la respiration de monsieur depuis 18 ans. Je sais comment elle est quand monsieur dort vraiment. » La chambre resta silencieuse. « Alors je vais parler, dit-elle,
Monsieur va écouter parce que c'est peut-être la seule fois de sa vie que monsieur n'aura pas le choix. Lucie ne commença pas par parler du secret. Elle commença comme toute grande vérité commence, par les bords, par ce qui semble trop petit pour importer, mais qui, quand on y regarde de près, on se rend compte que ça a toujours été le centre de tout. Elle resta un moment en silence après avoir dit cela, qu'elle savait qu'il l'écoutait, qu'elle connaissait sa respiration. La chambre ne répondit pas. Le baron ne répondit pas, et elle parut satisfaite de cela, comme si l'absence de réaction était en soi une confirmation. Alors elle s'installa sur le tabouret, croisa les mains sur ses genoux, et commença. « Ça fait 18 ans que je suis dans ce domaine, » dit-elle d'une voix basse, uniforme, comme quelqu'un qui raconte quelque chose qu'elle a déjà raconté de nombreuses fois dans sa propre tête. « Je suis venue à 12 ans. Monsieur ne s'en souvient pas, parce qu'à cette époque, monsieur avait beaucoup de choses à se rappeler, et j'étais trop petite pour occuper de la place dans la mémoire de qui que ce soit. » Elle fit une pause, regarda la bougie. « Mais moi, je me souviens de monsieur. » Le baron Ignace écoutait. Chaque mot arrivait avec une clarté qu'il n'attendait pas. Le poison avait arrêté le corps, mais avait laissé l'esprit intact, peut-être même plus aiguisé que la normale. Comme cela arrive quand on enlève à une personne toutes les distractions qu'elle utilise pour ne pas prêter attention à ce qui est devant elle. Il se souvenait de Lucie. Il essaya. Il balaya sa mémoire comme on balaie une pièce sombre, avec une petite bougie. Une fille de 12 ans, il y a 18 ans, en 1869, il avait 38 ans. Le domaine de Saint-Benoît était encore en pleine expansion. Le deuxième lot de terre avait été incorporé cette année-là. Les vignes sur le haut de la colline ne produisaient pas encore au rythme qu'elles produiraient plus tard. Il y avait beaucoup de mouvements, beaucoup de transactions. Il ne se souvenait pas de Lucie. « Je venais d'un domaine près d'Aurillac, » continua-t-elle. « Ma mère est restée là-bas. Mon frère cadet aussi. J'ai été vendu séparément parce que j'étais plus jeune et que je valais plus seul qu'avec eux. C'est ce que le régisseur m'a expliqué en chemin. Il a pensé que j'avais besoin de comprendre la logique de l'affaire. » Elle dit cela sans colère apparente, simplement comme un fait. Et c'était peut-être exactement cela qui arrivait avec le plus de poids, non pas le cri, mais la voix plate de celle qui a déjà digéré la douleur jusqu'à ce qu'elle devienne une partie du paysage. Le baron n'avait pas acheté Lucie directement. Il le savait ou pensait le savoir. Les transactions de cette période passaient par le régisseur, le comptable, par des intermédiaires qui existaient précisément pour que le nom du baron n'ait pas à apparaître sur les documents mineurs. C'est ainsi que l'on faisait, c'est ainsi que tout le monde faisait. Mais quelqu'un avait signé et l'argent était sorti de quelque part. « Quand je suis arrivée ici, dit Lucie, on m'a mise à la cuisine. J'étais petite, alors on m'a mise aux tâches qui ne demandaient pas de force. Éplucher, laver, porter de l'eau. Puis j'ai grandi et j'ai monté. » Elle utilisa le mot « monter », sans ironie et sans amertume, simplement comme la description géographique d'un mouvement au sein d'une structure qu'elle n'avait pas choisie. Quand Madame Hermeline est arrivée après le mariage, elle m'a choisi pour rester près d'elle. Elle a dit que j'avais un air tranquille, que je ne dérangeais pas. Elle regarda ses propres mains. « Air tranquille », répéta-t-elle lentement, comme si elle goûtait les mots dans sa bouche après longtemps. C'est ce qu'on apprend quand personne ne veut nous entendre parler. On apprend à être tranquille d'une manière qui ressemble même à une vertu. Le baron Ignace sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Pas la brûlure du poison qui s'était refroidie en une douleur sourde, mais autre chose, plus petite, plus inconfortable. Le genre de chose qui apparaît quand une vérité que vous n'avez jamais formulée commence à prendre forme en dehors de vous, dans la voix d'une autre personne, dans une chambre sombre, sans que vous puissiez l'interrompre. Avant de continuer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne et dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez, car ce que vous êtes sur le point d'entendre n'est pas seulement l'histoire d'une domestique qui a enfin pu parler. C'est l'histoire de tout ce qu'une personne peut construire quand personne n'attend rien d'elle, et de tout ce qu'un homme puissant perd quand il arrête enfin de parler et commence à écouter. Dehors, le domaine s'endormait.
Le baron Ignace pouvait suivre cela par les sons. Le dernier mouvement des hommes dans la cour, le chien qui aboya 2 fois et s'arrêta, la voix lointaine de quelqu'un qui donna un ordre et ne reçut pas de réponse. Le domaine de Saint-Benoît avait un rythme propre qu'il connaissait bien ou croyait connaître. Le rythme des choses qui produisent, qui bougent, qui rapportent, le rythme qu'il avait appris à lire comme on lit un bilan financier. Il n'avait jamais pensé qu'il y avait un autre rythme en dessous de celui-ci, le rythme de ce que cela coûtait. « Il y a 3 ans, » dit Lucie, après un silence qui dura assez longtemps pour que le baron se rende compte qu'elle choisissait ce qui allait suivre avec soin. « J'ai entendu une conversation que je n'étais pas censé entendre. C'était un mercredi après-midi, après le déjeuner, quand tout le monde pensait que j'étais dans la cour en train d'étendre le linge. J'y étais, mais la fenêtre du bureau donne sur la cour et la voix d'Hector porte plus qu'il ne le pense. » Elle s'arrêta. Le baron attendit, chaque muscle de son corps immobile concentré sur ce silence. « Il parlait avec le docteur Clément, dit-elle. Du testament de ce qui arriverait au domaine si monsieur mourait avant de faire les modifications qu'Hector voulait. Et le docteur Clément a dit une chose que je n'ai jamais oubliée. » Lucie se leva du tabouret, pas par agitation, calmement, comme quelqu'un qui a besoin d'espace pour dire ce qui vient. Elle alla à la fenêtre, se tint dos au baron, regardant la cour sombre en bas, les lanternes des communs, lointaines comme des étoiles basses. Le docteur Clément a dit « Il y a des manières d'accélérer ce que la nature met du temps à faire. » La chambre devint silencieuse d'une manière différente. Le baron digéra cette phrase. Il digéra le dîner, le vin. La question d'Hector sur la mémoire. Le verre de Clément à peine touché toute la soirée. Ce ne fut pas un éclair, ce fut une addition. Le genre de conclusion qui arrive lentement et qui, pour cette raison, fait plus mal. Parce que vous réalisez que les pièces étaient toutes là, visibles, et que vous ne les avez jamais assemblées parce que vous n'avez jamais imaginé que vous en auriez besoin. « Je ne sais pas tout, » dit Lucie, toujours de dos. « Je ne sais pas ce qu'il y a dans le testament, je ne sais pas ce qu'Hector veut changer, mais je sais ce que j'ai entendu et je sais ce que j'ai vu ce soir à cette table. » Elle se retourna, regarda le baron avec une expression qu'il ne sut classer. Ce n'était pas de la pitié, ni du triomphe, ni de la peur. C'était quelque chose de plus proche du sérieux de quelqu'un qui a une chose importante entre les mains et qui décide quoi en faire. « Et monsieur le sait aussi, dit-elle. » Maintenant, le silence qui suivit dura le temps de plusieurs respirations. La bougie crépita. Une des poutres du plafond s'installa avec un craquement sec. Dehors, le vent commença à descendre de la montagne avec ce froid humide qui arrivait toujours après minuit sur les hauteurs de l'Auvergne. Lucie retourna au tabouret, s'assit, croisa de nouveau les mains. Le baron l'observait, non avec les yeux qui restaient fermés, mais avec tout le reste qui fonctionnait encore. Il la reconstituait à partir du son, du mouvement, de sa présence dans cette chambre. 18 ans. Il avait passé 18 ans dans le même domaine que Lucie, et n'aurait pas su décrire son visage si on le lui avait demandé. Il n'aurait pas su dire si elle avait des enfants, si quelqu'un l'attendait quelque part, s'il y avait quelque chose qu'elle aimait ou craignait ou désirait. Elle faisait partie du domaine de la même manière que la grange faisait partie du domaine, de la même manière que le puits faisait partie du domaine. Des choses qui fonctionnent, qui sont là, auxquelles on ne pense pas, parce que penser à elle n'a jamais semblé nécessaire. Et maintenant, elle était assise à moins de 2 pas de lui dans le noir, sachant qu'il l'écoutait et choisissant de parler pour elle-même. Le baron ne pouvait pas bouger un doigt, mais pour la première fois depuis de nombreuses années, peut-être des décennies, il ne pensait pas à la terre, à la production, aux dettes, aux noms. Il pensait à une fille de 12 ans à qui on expliquait la logique d'une affaire sur le chemin entre Aurillac et un domaine qui n'était pas le sien. Et à combien d'autres enfants avaient fait le même chemin pendant qu'ils signaient des papiers sans lire le nom de ceux qui y figuraient. « Mais ce n'est pas tout ce que je sais, » dit Lucie, presque pour elle-même, avec la voix de quelqu'un qui vient de prendre une décision sur laquelle elle ne reviendra pas. Et le baron immobile comprit que la nuit ne faisait que commencer.
Et le baron immobile comprit que la nuit ne faisait que commencer, que Lucie avait attendu 18 ans un moment où il ne pourrait ni l'interrompre, ni lui ordonner de se taire, ni appeler le régisseur. Elle avait attendu le seul moment où l'homme le plus puissant de ce domaine n'aurait d'autre choix que de rester silencieux et d'écouter. Et ce moment était arrivé, pas par hasard. Il était arrivé parce que quelqu'un, ce soir-là, avait mis quelque chose dans le vin, et Lucie savait qui. Le froid de l'aube entra par la fente de la fenêtre sans demander la permission. Lucie se leva sans hâte, alla à la fenêtre et la ferma. Un petit geste domestique, du genre qu'elle avait répété des centaines de fois dans cette chambre, sans que personne ne le remarque. Puis elle retourna au tabouret, arrangea sa jupe, regarda le baron avec cette expression qui n'était ni pitié ni défi. C'était quelque chose de plus proche de l'attention que l'on porte à une chose que l'on est sur le point de changer. « Avant de parler de ce que monsieur veut savoir, dit-elle, je dois parler de ce que monsieur a besoin de comprendre, parce qu'une chose n'a pas de sens sans l'autre. » Elle fit une pause, comme si elle organisait en elle-même le bon ordre des choses. Monsieur connaît ce domaine pour ce qu'il produit, pour le vin, pour le bétail, pour les chiffres que le comptable apporte à la fin de chaque récolte. Moi, je connais ce domaine pour ce qu'il coûte, et ce n'est pas le même domaine. Le baron Ignace entendit cela et sentit, non dans les muscles qui restaient paralysés, mais quelque part de plus profond que le poison n'avait pas atteint, que cette femme ne se plaignait pas. Elle construisait quelque chose, brique par brique, avec la patience de celle qui a appris que le seul outil que personne ne pouvait lui enlever était le temps. En 1872, dit Lucie, monsieur a ordonné de vendre 3 hommes des communs du fond. Vous vous souvenez? Le baron ne pouvait pas répondre, mais il essaya de se souvenir. 1872. Il avait 41 ans. Le domaine était au sommet de sa production. Il y avait une question de dette avec un créancier à Clermont-Ferrand. Il avait eu besoin de liquidités rapides. Le régisseur avait réglé ça. C'est ainsi que ça fonctionnait. L'un d'eux s'appelait Antoine, dit Lucie. Il avait 22 ans. C'était le fils de Constance qui travaillait au potager. Constance est restée. Antoine est parti. Elle n'a jamais su où. Pause. Moi je sais, dit Lucie, parce qu'Antoine était mon fiancé. La chambre devint silencieuse, d'une manière qu'elle n'avait pas été auparavant. Pas le silence du vide, le silence d'une chose qui vient de se poser et dont on ne connaît pas encore la taille. Le baron n'avait pas connu le nom d'Antoine. Il n'avait pas su qu'il y avait une Constance au potager, il n'avait pas su qu'il y avait des fiançailles. Il avait su un chiffre, 3 hommes, tant de valeur chacun. Problème résolu. Ça avait été une transaction d'un après-midi, probablement un vendredi, parce que le vendredi était le jour où il signait les papiers administratifs avant le week-end. Je ne raconte pas ça pour que monsieur ait pitié de moi, dit Lucie, comme si elle avait entendu sa pensée. La pitié ne me sert à rien. Je le raconte parce que monsieur a besoin de comprendre que ce que monsieur appelle un domaine est fait d'histoires, que monsieur n'a jamais su qu'elles existaient, et que ces histoires n'ont pas disparu simplement parce que monsieur ne les connaissait pas. Elle se leva, alla à la table de chevet, vérifia la bougie qui avait considérablement baissé, et la redressa dans le chandelier avec un geste précis, sans gaspiller de mouvement. Puis, elle se tint debout à côté du lit, regardant le baron d'en haut, dans une position qui, en toute autre circonstance, serait impensable pour une domestique devant le seigneur du domaine. Mais ce n'était pas n'importe quelle autre circonstance. Après Antoine, continua-t-elle en retournant au tabouret, j'ai appris à ne plus rien vouloir qui puisse m'être enlevé. Ne pas vouloir est la seule protection que l'on a quand on n'en a plus aucune autre. J'ai appris à travailler, à me taire, à avoir cet air tranquille que Madame Hermeline a aimé, et j'ai appris à observer. Elle prononça le mot « observer » avec un poids spécifique. Observer, c'est ce que nous, qui ne pouvons pas parler, apprenons à faire. Monsieur parle, décide, signe. Moi j'observe. Et en 18 ans d'observation dans cette maison, j'ai appris des choses que ni le comptable, ni le régisseur, ni le docteur Clément ne savent que je sais.
Le baron Ignace traitait chaque phrase avec une attention qu'il n'avait jamais accordée à rien de ce que Lucie avait dit auparavant, parce qu'auparavant, il n'avait jamais entendu Lucie dire autre chose que « Oui, monsieur », et c'est déjà fait. Il avait supposé que c'était parce qu'elle n'avait pas grand-chose à dire. Il comprenait maintenant qu'il s'était trompé, de la même manière qu'on suppose qu'une rivière n'a pas de fond parce que sa surface est calme. « Il y a 3 ans, dit Lucie, quand j'ai entendu Hector parler avec le docteur Clément du testament, je ne suis allé le dire à personne. Monsieur sait pourquoi ?» Elle n'attendit pas de réponse, sachant qu'elle ne viendrait pas. « Parce que ça ne me regardait pas. Parce que ce qui se passe entre monsieur et son fils avec la fortune de monsieur ne change rien à ma vie. Je reste ici de toute façon, je continue d'être ce que je suis de toute façon. Alors, j'ai gardé ça pour moi, et j'ai gardé d'autres choses aussi, à mesure qu'elles apparaissaient. » Elle fit une pause, regarda ses propres mains comme si elle y comptait quelque chose. Mais ensuite, il est arrivé quelque chose qui n'était plus seulement l'affaire de monsieur et d'Hector. Le vent dehors avait gagné en force. Le baron pouvait l'entendre passer par le faîte du toit, avec ce son long et bas qui, les nuits d'hiver en Auvergne, ressemblait presque à une voix. Tout le domaine était silencieux, de cette quiétude spécifique de 3 heures du matin, quand même les animaux dorment profondément et que le monde semble plus petit qu'il ne l'est. « Il y a 2 mois, dit Lucie, Madame Hermeline a reçu une visite. Un homme que je ne connaissais pas, qui est arrivé un après-midi de pluie, est entré par le bureau, est resté là avec elle pendant près de 2 heures et est parti sans dîner, sans café, sans rien. Je nettoyais le couloir quand il est sorti. Il ne m'a pas regardé. Les gens comme lui ne regardent jamais les gens comme moi. » Elle dit cela sans amertume, comme un fait établi, aussi certain que la température de l'eau du puits. « Mais j'ai vu le papier qu'il a laissé sur la table avant que madame ne ferme le tiroir. Je ne sais pas lire, dit-elle avec une clarté directe qui n'avait ni honte ni ressentiment. Mais j'ai reconnu le nom de monsieur écrit en haut, et j'ai reconnu autre chose aussi, le sceau de l'étude notariale de Saint-Flour. » Le baron sentit quelque chose se contracter dans sa poitrine, pas le poison. Autre chose, il avait été à Saint-Flour en août. Il avait signé des documents relatifs au renouvellement d'une hypothèque. Ça avait été un après-midi bureaucratique, du genre qu'il laissait à la charge de son notaire la plupart du temps et signait là où on lui indiquait. Il avait signé là où on lui avait indiqué. « Je ne sais pas ce qu'il y avait sur ce papier, » dit Lucie, « mais je sais qu'après cette visite, Hermeline est devenue différente. Plus calme qu'elle n'aurait dû l'être, avec ce calme de celle qui sait déjà comment une histoire va se terminer. Et Hector a commencé à venir plus souvent au domaine, venant de Clermont-Ferrand, sans prévenir, ce qui n'avait jamais été son habitude. » Elle se leva, alla à la porte, y colla l'oreille pendant quelques secondes, écoutant le couloir. Puis elle revint, s'assit avec le même calme qu'auparavant. « Je ne sais pas tout, » répéta-t-elle pour la 2e fois cette nuit-là. Cette fois, ce qui suivit fut différent. « Mais j'en sais assez pour comprendre ce qui s'est passé ce soir à ce dîner. Et j'en sais assez pour comprendre que si monsieur se réveille demain sans savoir ce que je sais, peut-être que monsieur ne se réveillera pas après-demain. » La chambre devint lourde de cette phrase. Le baron la laissa s'installer. Le baron Ignace de la Tour d'Auvergne avait passé 40 ans à construire une position qu'il croyait inattaquable. Terre, argent, nom, relation avec les bonnes personnes dans les bonnes villes. Il avait construit des murs, il avait construit des distances, il avait construit un domaine entier sur des histoires qu'il ne s'était jamais donné la peine de savoir qu'elles existaient. Et maintenant, il était allongé, immobile, dépendant d'une femme à qui il avait vendu le fiancé un vendredi de 1872 pour ne pas fermer les yeux et ne plus jamais les rouvrir. Lucie le regarda pendant un long moment, avec cette attention sans hâte, qui était la marque de tout ce qu'elle faisait. Puis elle dit de la voix la plus basse qu'elle avait utilisée jusqu'alors, « Le nom de celui qui a mis le poison dans le vin de monsieur, je le connais. Mais avant de dire ce nom, monsieur doit entendre une chose de plus, parce que ce nom, sans ce qui vient avant, n'explique rien. Et si monsieur ne comprend pas tout, il commettra la même erreur qu'il a toujours commise.
Il ne verra que la surface et pensera que c'est le fond. La bougie crépita, une ombre bougea sur le mur, et Lucie, pour la première fois cette nuit-là, détourna le regard du baron et regarda la fenêtre fermée, comme quelqu'un qui vérifie que le monde extérieur est toujours en place avant de raconter ce qu'elle s'apprête à raconter. Le baron attendit. Il n'avait pas le choix. Mais pour la première fois depuis qu'il était tombé, il réalisa que même s'il avait pu parler, il ne l'aurait pas interrompu. Il y avait quelque chose dans cette voix, dans ce rythme, dans cette femme qui avait gardé 18 ans d'observation, attendant la seule nuit où quelqu'un serait obligé d'écouter. Il y avait quelque chose en cela qui exigeait le silence. Non pas le silence qui s'impose, le silence qui est dû. Lucie resta silencieuse un moment, après avoir regardé la fenêtre. Ce n'était pas le silence de celle qui hésite, c'était le silence de celle qui choisit la bonne porte avant d'entrer. Le baron avait appris au cours de ces dernières heures à distinguer ces silences, et celui-ci était du genre qui précède quelque chose qu'elle avait gardé très longtemps et qu'elle était sur le point de libérer pour la première fois. « L'homme qui est venu rendre visite à Madame Hermeline, dit-elle enfin. Je me suis renseigné sur lui. Pas directement, parce que demander directement n'est pas quelque chose que je peux faire. Mais il y a des façons de découvrir ce dont on a besoin sans poser la question qui vous coûtera cher. » Elle dit cela avec une simplicité qui était en elle-même une forme de pédagogie. Le baron avait passé sa vie à demander directement, à exiger directement, à ordonner directement. Il n'avait jamais eu besoin d'apprendre un autre chemin. Lucie avait appris tous les autres chemins, parce que le chemin direct n'avait jamais été une option. J'ai su par le cocher qui a amené l'homme qu'il était de Saint-Flour, qu'il était lié à une étude notariale et que ce n'était pas la première fois qu'il venait au domaine, c'était la deuxième. La première fois, je n'étais pas là. C'était quand monsieur a voyagé en août. Le baron digéra cela en août. Il avait été absent pendant 11 jours. Il était allé à Saint-Flour pour l'hypothèque, puis à Clermont-Ferrand pour une réunion avec d'autres propriétaires terriens, puis était rentré directement. Il avait laissé le domaine sous la responsabilité d'Hermeline, ce qui était la procédure habituelle. Mais si l'homme de l'étude notariale était venu au domaine pendant son absence, puis était revenu pour livrer un papier en sa présence, alors il y avait eu 2 visites, 2 mouvements, une préparation et une livraison. Le cocher ne connaissait pas le nom de l'homme, dit Lucie, mais il connaissait le nom de l'étude d'où il venait. Et ce nom, je l'avais déjà entendu dans une conversation qu'Hector a eue avec monsieur il y a 2 ans, quand monsieur pensait à réorganiser les terres du côté nord. Elle fit une pause. L'étude qui s'occupe des documents qu'Hector voulait que monsieur signe il y a 2 ans est la même étude d'où est venu l'homme qui a apporté le papier à Hermeline. La chambre devint pesante. Le baron avait refusé de réorganiser les terres du côté nord il y a 2 ans. Il s'était disputé avec Hector à ce sujet, une des rares disputes ouvertes qu'ils avaient eues, car Hector ne confrontait normalement pas directement. Il préférait contourner. À cette occasion, le baron avait trouvé la proposition trop hâtive, les chiffres peu convaincants, et avait dit non avec la fermeté de celui qui n'est pas habitué à devoir justifier ses refus. Hector avait reculé, ou avait semblé reculer. « Je ne sais pas lire », répéta Lucie pour la 2e fois cette nuit-là, avec la même absence de honte qu'auparavant. Mais le père Eustache m'a appris à reconnaître certains mots, des mots qui apparaissent dans les documents importants. Il disait qu'une personne qui ne sait pas lire le document entier peut quand même apprendre à reconnaître les mots qui changent tout. Elle fit une courte pause. Un de ces mots est « cession », un autre est « transfert » et un autre est « héritier ». Le baron sentit sa poitrine se serrer d'une manière qui n'était pas le poison, c'était la compréhension. Le genre de compréhension qui arrive trop vite pour être confortable. « J'ai vu ces 3 mots sur ce papier, » dit Lucie, avant que madame ne ferme le tiroir. « Cession, transfert, héritier. » Il avait signé des documents à Saint-Flour en août. Des documents que son notaire avait préparés, qui concernaient le renouvellement d'une hypothèque sur les terres du côté nord. Les mêmes terres qu'Hector avait tenté de réorganiser 2 ans plus tôt.
Il avait signé par un après-midi chaud, pressé de finir pour dîner avant qu'il ne fasse froid, dans une étude notariale qui sentait le vieux papier et la cire à parquet. Il avait signé là où le notaire avait pointé. Le notaire qui avait été recommandé par Hector 2 ans plus tôt, lorsque le précédent notaire du baron avait pris sa retraite. Le baron resta avec ça. Il resta avec la séquence entière. La recommandation du notaire, le refus de la réorganisation, le voyage à Saint-Flour, les documents signés à la hâte, l'homme de l'étude qui est venu au domaine pendant son absence, qui est revenu 2 mois plus tard avec le papier qu'Hermeline a gardé dans le tiroir sans le montrer à personne, et le nouveau calme qui s'était emparé d'elle depuis. Un calme de celle qui sait déjà comment une histoire va se terminer. Monsieur a signé quelque chose en août qui n'était pas ce que monsieur pensait signer, dit Lucie. Pas comme une accusation, comme la conclusion d'une somme qu'elle avait faite lentement au fil des mois, rassemblant des morceaux que personne n'avait remarqué qu'elle collectait. Elle avait raison, le baron savait qu'elle avait raison. Et la certitude de cela, la certitude qu'une femme qui ne savait pas lire avait vu ce qui se passait avant que lui, qui avait construit tout cela de ses propres mains, ne le soupçonne même. Cette certitude avait une saveur spécifique qui n'était ni l'humilité ni la honte. C'était quelque chose de plus difficile à nommer, la sensation d'avoir construit une forteresse entière et de découvrir que la porte de derrière était ouverte depuis 2 ans. « Il y a encore une chose, » dit Lucie. Le baron attendit. Quand l'homme de l'étude est parti du domaine la 2e fois, la fois où j'ai vu le papier, il est passé par la cour avant de prendre le chemin de la route. Et dans la cour, cet après-midi-là, il y avait Benoît. Le baron connaissait Benoît, un des plus vieux domestiques du domaine, qui avait travaillé dans les champs jusqu'à ce que ses genoux ne le supportent plus, et avait été réaffecté à des travaux mineurs dans la cour. Un homme silencieux, de peu de mots, que le baron distinguait à peine des autres lorsqu'il passait à cheval dans le domaine. « Benoît a vu l'homme de l'étude, » dit Lucie. Et l'homme de l'étude a regardé Benoît d'une manière que Benoît n'a pas oubliée. Ce n'était pas un regard ordinaire, c'était le regard de quelqu'un qui reconnaît quelque chose ou de quelqu'un qui sait que l'autre personne devrait le reconnaître. Elle fit une pause pour laisser cela s'installer. Benoît n'a pas compris sur le moment, mais il me l'a raconté plus tard. Parce que Benoît et moi, nous nous connaissons depuis longtemps. Depuis que je suis arrivé ici, à 12 ans, il était déjà là. Il est le plus ancien des communs et il sait des choses sur ce domaine que personne d'autre ne sait. Qu'est-ce qu'il sait? Le baron ne put poser la question. Il resta avec la question coincée dans un corps qui n'obéissait pas. Lucie y répondit elle-même, comme si elle savait que la question existait. Benoît sait que ce n'est pas la première fois que l'homme de l'étude apparaît dans ce domaine. Il est apparu une fois auparavant, il y a de nombreuses années, quand monsieur commençait à peine, à une époque où il y avait une négociation que monsieur ne voulait pas que certaines personnes apprennent. Elle laissa cela en suspens. Une négociation sur les mêmes terres du côté nord. La chambre respira, le baron respira. La bougie versa un autre filet de cire blanche sur le chandelier en fer. Et puis, Lucie dit d'une voix qui avait baissé jusqu'à presque se confondre avec le vent dehors. « Monsieur a un secret sur ces terres, et quelqu'un a utilisé ce secret pour faire signer à monsieur ce qu'il a signé en nous. Je ne connais pas tout le secret, mais je sais que Benoît le connaît, et je sais que si monsieur n'agit pas à son réveil, s'il pense qu'il peut résoudre cela comme il l'a toujours fait, avec de l'argent et son nom, il perdra non seulement les terres, il perdra tout ce que le nom de monsieur soutient encore. » Le silence qui suivit fut différent de tous les précédents. Ce n'était pas le silence de celui qui attend la phrase suivante, c'était le silence de celui qui vient de comprendre que le sol sur lequel il marchait depuis 40 ans n'était pas ce qu'il pensait. Le baron Ignace de la Tour d'Auvergne avait tout construit sur une terre qu'il croyait sienne de la manière la plus absolue, par achat, par enregistrement, par le droit de celui qui paie et signe et qui n'a besoin de rien de plus pour posséder. Mais posséder, il le découvrait cette nuit-là, était une chose plus fragile qu'il n'y paraissait quand on était debout.
Quand on était couché, immobile, dépendant d'une domestique pour comprendre ce qui était arrivé à sa propre vie, posséder perdait cette qualité solide qu'il avait toujours eue. Ça devenait autre chose, ça devenait une question. Lucie se leva du tabouret. Une fois de plus, elle marcha lentement vers le côté opposé de la chambre où il y avait une chaise adossée au mur que personne n'utilisait normalement. La chaise pour quand quelqu'un tombait malade et avait besoin de compagnie, une chaise que le baron n'avait jamais occupée car il n'avait jamais été assez malade pour avoir besoin de compagnie. Elle la tira, s'y assit et se mit face au lit, à une plus grande distance qu'auparavant, comme si elle avait besoin d'espace pour ce qui allait suivre. Maintenant, dit-elle, la voix revenue à son ton ferme et bas habituel, je vais dire le nom. Mais avant, monsieur doit comprendre une chose à propos de ce nom. Il doit comprendre que cette personne n'a pas agi par simple méchanceté. Elle a agi par désespoir, et que le désespoir de cette personne est né d'un choix que monsieur a fait. Pas cette année, pas il y a 2 ans. Un choix bien plus ancien que cela. Elle le regarda. Monsieur est-il prêt à entendre? Le baron l'était, il n'avait pas le choix. Mais plus que cela, pour la première fois depuis des décennies, il était vraiment prêt, avec toute son attention, sans penser à ce qu'il répondrait, sans calculer comment il utiliserait l'information, sans préparer sa défense avant d'entendre l'accusation. Il l'écoutait simplement. Et c'était une sensation si étrange, si inconfortable et si nécessaire à la fois, qu'il ne sut si ce qu'il ressentit à ce moment-là était de la honte ou du soulagement. Peut-être que les 2 choses étaient les mêmes au fond. Lucie ne dit pas le nom immédiatement. Elle resta assise sur la chaise du côté opposé de la chambre, les coudes sur les genoux, les mains croisées, regardant le baron avec cette attention qui était devenue, au cours de ces heures, la chose la plus constante de la pièce. Plus constante que la bougie qui continuait de baisser, plus constante que le vent qui s'était calmé après 3 heures, plus constante que la propre respiration du baron, qu'elle connaissait si bien, qu'elle savait quand il était tendu simplement par l'espacement entre une inspiration et une autre. « Avant le nom, dit-elle, il y a une histoire qui commence avant mon arrivée ici, avant Antoine, avant presque tout ce dont monsieur se souvient de ce domaine. » Elle fit une pause. « Elle commence avec un fils. » Le baron resta silencieux, plus silencieux que son corps immobile ne l'y obligeait déjà. « Monsieur a eu un fils avant Hector, » dit Lucie, avec la voix plate de celle qui dit une chose qu'elle sait qui va faire mal et ne voit aucune utilité à l'adoucir. Un fils qui n'était pas de Madame Hermeline. Un fils qui est né ici, au domaine, en 1865, d'une femme qui travaillait au château à cette époque. Une femme que monsieur n'a jamais enregistrée comme autre chose qu'une domestique. La chambre devint pesante d'une manière différente de toutes les fois précédentes. Le baron Ignace ne bougea pas, il ne le pouvait pas, mais quelque chose en lui que le poison n'avait pas paralysé, qui était fait d'une matière différente du muscle et du nerf, se contracta avec la force d'une chose que l'on passe des années à enterrer et qui réapparaît soudain à la surface, intacte, comme si la terre n'avait eu aucun effet. Il savait de qui elle parlait. Il avait enterré cela si profondément, avait construit tant de choses par-dessus, s'était convaincu pendant si longtemps que ce qui n'est pas reconnu n'existe pas vraiment. Qu'entendre cela dit à voix haute dans cette chambre par cette femme eut un effet physique que le poison n'avait pas réussi à produire. Une sorte de vertige sans mouvement, le monde tournant tandis que le corps restait immobile. La femme s'appelait Joséphine, dit Lucie. Elle est morte en couche. L'enfant a survécu, et l'enfant a été donné à une famille de métayers qui vivaient au bord de la route qui mène au ruisseau du Sceau. Des gens qui s'occupaient d'un petit lopin de terre en échange de ne pas payer de loyer. Monsieur a arrangé cela, monsieur s'est assuré que l'enfant ait un endroit où grandir, mais il ne l'a pas reconnu, pas enregistré, pas visité. Elle fit une pause. L'enfant a grandi, est devenu un homme, et cet homme, 22 ans plus tard, a découvert qui était son père. Le baron savait que la phrase suivante allait changer quelque chose qui ne pourrait être changé en retour. Il le savait avec la certitude de celui qui a passé sa vie à prendre des décisions sans retour
et a appris à reconnaître le moment avant le point de non-retour. Lucie laissa le silence durer juste le temps qu'il fallait, ni plus ni moins. « Non, cet homme, dit-elle, s'appelle Armand. Il a 22 ans. Il travaille dans une étude notariale à Saint-Flour depuis 4 ans, et c'est lui qui est venu ici 2 fois. » Le baron additionna, fit la somme lentement, comme quelqu'un qui ne veut pas arriver au résultat, mais le résultat arrive de toute façon. Le fils, l'étude notariale, les documents signés en août, les terres du côté nord, le mot cession, le mot transfert, le mot héritier. Armand n'était pas venu livrer un papier à Hermeline. Armand était venu réclamer son dû. Il a cherché Madame Hermeline, parce qu'il savait que s'il venait directement à monsieur nierait, dit Lucie. Il savait qu'un homme comme monsieur, face à un fils qu'il n'a pas reconnu, aurait tous les outils pour faire disparaître l'histoire avant qu'elle n'aille nulle part. Mais Madame Hermeline, c'est autre chose. Madame Hermeline a écouté Armand, a vu les documents qu'il a apportés, des documents qui prouvent la paternité, que le prêtre qui a baptisé l'enfant a signé et gardé en secret jusqu'à sa mort, et que son successeur a trouvé dans les archives de la paroisse, et elle y a vu une opportunité. Lucie se leva, cette fois elle resta debout, les bras le long du corps. Madame n'a pas aidé Armand par bonté, elle l'a aidé parce qu'Armand avait entre les mains la preuve que monsieur avait caché un héritier légitime, et cette preuve, dans les bonnes mains à Saint-Flour, pourrait invalider le testament actuel et rouvrir la question de l'héritage d'une manière qui nuirait non seulement à monsieur, mais aussi à Hector. Elle fit une pause. Et Madame Hermeline et Hector, monsieur doit le savoir, ne sont plus du même côté depuis plus longtemps que monsieur ne l'imagine. Le baron resta avec ça. Hermeline et Hector. Il avait toujours présumé une alliance entre mère et fils, intérêt commun, la logique évidente de ceux qui partagent le même toit et le même nom de famille. Il avait présumé sans vérifier, de la même manière qu'il avait présumé tant d'autres choses qui se révélaient une à une cette nuit-là, comme des suppositions qui n'avaient jamais été testées. « Hector veut le domaine, dit Lucie. Ça, monsieur le sait déjà ou est en train de le comprendre. Mais ce que monsieur ne sait pas, c'est qu'Hector et Hermeline ont signé des choses différentes avec cette même étude notariale. Hector a signé un accord avec Armand, un accord qui dit que si Armand renonce à son droit à l'héritage, il recevra en échange une partie des terres du côté nord après la mort de monsieur. Et Madame Hermeline a signé un autre accord, un accord différent dont Hector ignore l'existence, qui lui garantit le contrôle du château et un revenu fixe de la production tant qu'elle vivra, indépendamment de ce qui arrivera au reste. 2 accords, la même étude notariale et le baron au milieu, n'en connaissant aucun. « Maintenant, dit Lucie, retournant au tabouret, s'asseyant avec cette contenance qu'elle avait maintenue toute la nuit. Le nom de celui qui a mis le poison dans le vin. Le baron attendit. Ce n'était pas Hector, dit-elle, et ce n'était pas Madame Hermeline. Une pause qui dura exactement le temps nécessaire pour que l'auditeur revoie tout ce qu'il avait construit jusqu'alors. C'était le docteur Clément. Elle laissa le nom se poser. Le docteur Clément a une dette envers l'étude notariale d'Armand. Une vieille dette d'une époque où il a eu besoin d'argent rapidement et a eu recours à des gens qui ne demandent pas de garantie, mais qui facturent avec des intérêts qui ne sont pas seulement financiers. Quand Hector a découvert cette dette, et Hector découvre les choses qu'il veut découvrir avec une patience que monsieur ne lui a jamais reconnue, il l'a utilisée comme levier. Le docteur Clément n'a pas mis de poison dans le vin par choix. Il l'a mis parce que l'alternative était pire. Elle regarda le baron avec une expression qui avait, pour la première fois cette nuit-là, quelque chose de proche de la compassion. Pas pour lui, pour la situation entière, pour tout ce qui avait dû se produire pour qu'une domestique et un baron se retrouvent dans une chambre à 4 heures du matin, l'un immobile et l'autre parlant, et pour la première fois de leur vie se rencontrent vraiment. « Le poison que le docteur Clément a utilisé ne tue pas, dit-elle. Il sait ce qu'il fait. La dose a été calculée pour laisser monsieur inconscient assez longtemps pour que les documents soient déplacés, pour que certaines signatures soient datées de ce soir.
pendant que monsieur était incapable, et par conséquent, selon l'argument qu'ils utiliseraient, n'était pas en mesure de gérer ses propres biens. Elle fit une dernière pause. Monsieur a jusqu'à l'aube. Quand l'effet passera et que monsieur pourra parler, il faudra agir avant qu'ils ne comprennent que monsieur a tout entendu, parce que s'ils savent ce que monsieur sait, la prochaine dose ne sera pas calculée avec autant de soin. La bougie était presque terminée. La lumière dans la chambre était plus faible qu'à aucun autre moment de la nuit, et Lucie, sur le tabouret en bois à côté du lit de l'homme le plus puissant du domaine, resta silencieuse. Le silence de celle qui a fini de dire ce qu'elle avait à dire et qui attend maintenant de voir ce que le monde en fera. Le baron resta avec tout cela. Armand, Joséphine, le prêtre qui avait gardé un secret jusqu'à sa mort, le fils qui avait grandi sur un lopin de terre de métayer, sans savoir que le sang qu'il portait avait un nom, une terre et un titre, qui avait cherché ce qui lui revenait non pas avec la colère d'un fils abandonné, mais avec la froideur de celui qui a appris à survivre sans père et à transformer cette absence en un outil précis. Et il y avait Lucie, dont il n'avait pas mémorisé le visage en 18 ans, dont il avait vendu le fiancé un vendredi sans connaître son nom, qui était la seule personne dans cette maison à avoir décidé qu'il devait savoir la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Pourquoi? Il ne pouvait pas le demander, mais elle y répondit elle-même. « Monsieur va me demander pourquoi j'ai fait ça ?» dit-elle. « Ce n'était pas par bonté. C'était parce qu'il y a des gens dans ce domaine qui seront entraînés dans la chute si cette maison s'effondre de la mauvaise manière. Des gens sans nom dans aucun testament, des gens qui disparaîtront simplement quand les nouveaux propriétaires arriveront. » Elle le regarda une dernière fois. « Je ne suis pas en train de sauver monsieur. Je me sers de monsieur pour sauver ceux qui n'ont personne d'autre. » La bougie s'éteignit. La chambre plongea dans l'obscurité complète, seulement la clarté fine et bleutée qui précède l'aube les matins d'hiver en Auvergne. Et dans cette obscurité, le baron entendit Lucie se lever, entendit la chaise être remise à sa place. Puis, tout près, sa voix une dernière fois. « Quand monsieur pourra bouger les doigts, laissez la main droite tomber sur le côté du lit. Je serai là. Et alors, on réfléchira ensemble à ce qu'il faut faire de ce que monsieur sait. » Lucie ne dit pas le nom immédiatement. Elle resta assise sur la chaise du côté opposé de la chambre, les coudes sur les genoux, les mains croisées, regardant le baron avec cette attention qui était devenue, au cours de ces heures, la chose la plus constante de la pièce. Plus constante que la bougie qui continuait de baisser, plus constante que le vent qui s'était calmé après 3 heures, plus constante que la propre respiration du baron, qu'elle connaissait si bien, qu'elle savait quand il était tendu simplement par l'espacement entre une inspiration et une autre. « Avant le nom, dit-elle, il y a une histoire qui commence avant mon arrivée ici, avant Antoine, avant presque tout ce dont monsieur se souvient de ce domaine. » Elle fit une pause. « Elle commence avec un fils. » Le baron resta silencieux, plus silencieux que son corps immobile ne l'y obligeait déjà. « Monsieur a eu un fils avant Hector, » dit Lucie, avec la voix plate de celle qui dit une chose qu'elle sait qui va faire mal et ne voit aucune utilité à l'adoucir. Un fils qui n'était pas de Madame Hermeline, un fils qui est né ici, au domaine, en 1865, d'une femme qui travaillait au château à cette époque, une femme que monsieur n'a jamais enregistrée comme autre chose qu'une domestique. La chambre devint pesante d'une manière différente de toutes les fois précédentes. Le baron Ignace ne bougea pas, il ne le pouvait pas, mais quelque chose en lui que le poison n'avait pas paralysé, qui était fait d'une matière différente du muscle et du nerf, se contracta avec la force d'une chose que l'on passe des années à enterrer et qui réapparaît soudain à la surface, intacte, comme si la terre n'avait eu aucun effet. Il savait de qui elle parlait. Il avait enterré cela si profondément, avait construit tant de choses par-dessus, s'était convaincu pendant si longtemps que ce qui n'est pas reconnu n'existe pas vraiment, qu'entendre cela dit à voix haute dans cette chambre par cette femme eut un effet physique que le poison n'avait pas réussi à produire, une sorte de vertige sans mouvement, le monde tournant tandis que le corps restait immobile. « La femme s'appelait Joséphine, » dit Lucie. « Elle est morte en couche.
L'enfant a survécu, et l'enfant a été donné à une famille de métayers qui vivaient au bord de la route qui mène au ruisseau du Sceau. Des gens qui s'occupaient d'un petit lopin de terre en échange de ne pas payer de loyer. Monsieur a arrangé cela, monsieur s'est assuré que l'enfant ait un endroit où grandir, mais il ne l'a pas reconnu, pas enregistré, pas visité. Elle fit une pause. L'enfant a grandi, est devenu un homme, et cet homme, 22 ans plus tard, a découvert qui était son père. Le baron savait que la phrase suivante allait changer quelque chose qui ne pourrait être changé en retour. Il le savait avec la certitude de celui qui a passé sa vie à prendre des décisions sans retour et a appris à reconnaître le moment avant le point de non-retour. Lucie laissa le silence durer juste le temps qu'il fallait, ni plus ni moins. « Cet homme, dit-elle, s'appelle Armand. Il a 22 ans, il travaille dans une étude notariale à Saint-Flour depuis 4 ans, et c'est lui qui est venu ici 2 fois. Le baron additionna, fit la somme lentement, comme quelqu'un qui ne veut pas arriver au résultat, mais le résultat arrive de toute façon. Le fils, l'étude notariale, les documents signés en août, les terres du côté nord, le mot cession, le mot transfert, le mot héritier. Armand n'était pas venu livrer un papier à Hermeline. Armand était venu réclamer son dû. Il a cherché Madame Hermeline parce qu'il savait que s'il venait directement à monsieur nierait, dit Lucie. Il savait qu'un homme comme monsieur, face à un fils qu'il n'a pas reconnu, aurait tous les outils pour faire disparaître l'histoire avant qu'elle n'aille nulle part. Mais Madame Hermeline, c'est autre chose. Madame Hermeline a écouté Armand, a vu les documents qu'il a apportés, des documents qui prouvent la paternité que le prêtre qui a baptisé l'enfant a signé et gardé en secret jusqu'à sa mort, et que son successeur a trouvé dans les archives de la paroisse, et elle y a vu une opportunité. Lucie se leva, cette fois elle resta debout, les bras le long du corps. Madame n'a pas aidé Armand par bonté, elle l'a aidé parce qu'Armand avait entre les mains la preuve que monsieur avait caché un héritier légitime. Et cette preuve, dans les bonnes mains à Saint-Flour, pourrait invalider le testament actuel et rouvrir la question de l'héritage d'une manière qui nuirait non seulement à monsieur, mais aussi à Hector. Elle fit une pause. Et Madame Hermeline et Hector, monsieur doit le savoir, ne sont plus du même côté depuis plus longtemps que monsieur ne l'imagine. Le baron resta avec ça. Hermeline et Hector. Il avait toujours présumé une alliance entre mère et fils, intérêt commun, la logique évidente de ceux qui partagent le même toit et le même nom de famille. Il avait présumé sans vérifier, de la même manière qu'il avait présumé tant d'autres choses qui se révélaient une à une cette nuit-là, comme des suppositions qui n'avaient jamais été testées. « Hector veut le domaine, dit Lucie. Ça, monsieur le sait déjà ou est en train de le comprendre. Mais ce que monsieur ne sait pas, c'est qu'Hector et Hermeline ont signé des choses différentes avec cette même étude notariale. Hector a signé un accord avec Armand, un accord qui dit que si Armand renonce à son droit à l'héritage, il recevra en échange une partie des terres du côté nord après la mort de monsieur. Et Madame Hermeline a signé un autre accord, un accord différent dont Hector ignore l'existence, qui lui garantit le contrôle du château et un revenu fixe de la production tant qu'elle vivra, indépendamment de ce qui arrivera au reste. 2 accords, la même étude notariale, et le baron au milieu n'en connaissant aucun. « Maintenant, » dit Lucie, retournant au tabouret, s'asseyant avec cette contenance qu'elle avait maintenue toute la nuit. Le nom de celui qui a mis le poison dans le vin. Le baron attendit. Ce n'était pas Hector, dit-elle, et ce n'était pas Madame Hermeline. Une pause qui dura exactement le temps nécessaire pour que l'auditeur revoie tout ce qu'il avait construit jusqu'alors. C'était le docteur Clément. Elle laissa le nom se poser. Le docteur Clément a une dette envers l'étude notariale d'Armand. Une vieille dette d'une époque où il a eu besoin d'argent rapidement et a eu recours à des gens qui ne demandent pas de garantie, mais qui facturent avec des intérêts qui ne sont pas seulement financiers. Quand Hector a découvert cette dette, et Hector découvre les choses qu'il veut découvrir avec une patience que monsieur ne lui a jamais reconnue, il l'a utilisée comme levier.
Le docteur Clément n'a pas mis de poison dans le vin par choix. Il l'a mis parce que l'alternative était pire. Elle regarda le baron avec une expression qui avait, pour la première fois cette nuit-là, quelque chose de proche de la compassion. Pas pour lui, pour la situation entière, pour tout ce qui avait dû se produire, pour qu'une domestique et un baron se retrouvent dans une chambre à 4 heures du matin, l'un immobile et l'autre parlant, et, pour la première fois de leur vie, se rencontrent vraiment. Le poison que le docteur Clément a utilisé ne tue pas, dit-elle. Il sait ce qu'il fait. La dose a été calculée pour laisser monsieur inconscient assez longtemps pour que les documents soient déplacés, pour que certaines signatures soient datées de ce soir, pendant que monsieur était incapable et, par conséquent, selon l'argument qu'ils utiliseraient, n'était pas en mesure de gérer ses propres biens. Elle fit une dernière pause. Monsieur a jusqu'à l'aube. Quand l'effet passera et que monsieur pourra parler, il faudra agir avant qu'ils ne comprennent que monsieur a tout entendu, parce que s'ils savent ce que monsieur sait, la prochaine dose ne sera pas calculée avec autant de soin. La bougie était presque terminée. La lumière dans la chambre était plus faible qu'à aucun autre moment de la nuit, et Lucie, sur le tabouret en bois à côté du lit de l'homme le plus puissant du domaine, resta silencieuse. Le silence de celle qui a fini de dire ce qu'elle avait à dire et qui attend maintenant de voir ce que le monde en fera. Le baron resta avec tout cela. Armand, Joséphine, le prêtre qui avait gardé un secret jusqu'à sa mort, le fils qui avait grandi sur un lopin de terre de métayer, sans savoir que le sang qu'il portait avait un nom, une terre et un titre, qui avait cherché ce qui lui revenait non pas avec la colère d'un fils abandonné, mais avec la froideur de celui qui a appris à survivre sans père, et à transformer cette absence en un outil précis. Et il y avait Lucie, dont il n'avait pas mémorisé le visage en 18 ans, dont il avait vendu le fiancé un vendredi sans connaître son nom, qui était la seule personne dans cette maison à avoir décidé qu'il devait savoir la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Pourquoi? Il ne pouvait pas le demander, mais elle y répondit elle-même. « Monsieur va me demander pourquoi j'ai fait ça ?» dit-elle. « Ce n'était pas par bonté. C'était parce qu'il y a des gens dans ce domaine qui seront entraînés dans la chute si cette maison s'effondre de la mauvaise manière. Des gens sans nom dans aucun testament. Des gens qui disparaîtront simplement quand les nouveaux propriétaires arriveront. » Elle le regarda une dernière fois. « Je ne suis pas en train de sauver monsieur. Je me sers de monsieur pour sauver ceux qui n'ont personne d'autre. » La bougie s'éteignit. La chambre plongea dans l'obscurité complète, seulement la clarté fine et bleutée qui précède l'aube les matins d'hiver en Auvergne. Et dans cette obscurité, le baron entendit Lucie se lever, entendit la chaise être remise à sa place. Puis, tout près, sa voix une dernière fois. « Quand monsieur pourra bouger les doigts, laissez la main droite tomber sur le côté du lit. Je serai là. Et alors, on réfléchira ensemble à ce qu'il faut faire de ce que monsieur sait. » Le père Eustache arriva avant midi. C'était un petit homme, aux cheveux blancs et aux mains trop grandes pour son corps, qui avait servi cette paroisse pendant 31 ans, et que le baron Ignace avait traité pendant tout ce temps avec le respect protocolaire que l'on doit à un curé de campagne. Présent les jours de fête, consulté pour les baptêmes et les enterrements, invité à dîner lorsqu'il y avait une visite importante. Jamais plus que cela. Le prêtre entra dans la chambre, son chapeau à la main, et le regard de celui qui avait déjà vu beaucoup de choses dans les chambres de malades et avait appris à ne pas laisser son visage anticiper ce que ses yeux évaluaient encore. « Ignace, dit-il, en s'asseyant sur la chaise que Lucie avait libérée avant de retourner dans son coin. « On m'a dit que c'était le cœur. »« Ce n'était pas le cœur, dit le baron. » Le prêtre resta silencieux. « C'était le vin, dit le baron, et j'ai besoin que vous écoutiez ce que je vais dire et que vous me disiez ensuite ce que vous savez d'un homme nommé Armand, qui vient de cette région, qui a 22 ans et qui est mon fils. » Le prêtre ne sia pas. Il resta à regarder le baron pendant un long moment, avec une expression qui n'était pas de la surprise. C'était quelque chose de plus proche du soulagement de celui qui porte un poids depuis longtemps et qui entend enfin l'autre côté de l'histoire arriver jusqu'à lui. « Je savais que ce jour viendrait, »
dit le père Eustache. Je ne savais simplement pas de quel côté il arriverait en premier. Le baron entendit cela et comprit qu'il y avait plus, que le prêtre connaissait Armand, non seulement par les archives de la paroisse précédente, mais de manière plus proche, plus directe, de la manière dont on sait les choses quand on est le seul confessionnal d'une région et que les gens vous apportent ce qu'ils ne peuvent pas porter seuls. « Vous connaissez Armand ?» dit le baron. Ce n'était pas une question. « Je le connais », dit le prêtre. Il est venu me voir il y a 6 mois avant d'aller au domaine. Il voulait comprendre ce qu'il y avait dans les registres. Il voulait savoir si ce qu'il avait trouvé était vrai. Et vous lui avez dit ? Je lui ai dit que les registres ne mentent pas, et je lui ai dit que ce qu'il ferait de cela était son choix, pas le mien. Je n'ai pas d'autorité sur les choix des gens, seulement sur ce que je fais, de ce que je sais. Le baron resta avec ça. Et qu'avez-vous fait ? J'ai gardé le secret, dit simplement le prêtre, jusqu'à ce que quelqu'un me le demande. Benoît arriva 1 heure plus tard, amené par un des hommes du domaine que le baron avait appelé directement, court-circuitant le régisseur, ce qui en soi était une rupture de protocole qu'Hector avait remarqué depuis la fenêtre du couloir, sans pouvoir intervenir, sans révéler qu'il observait. Le vieil homme entra dans la chambre avec ses genoux qui ne pliaient plus correctement et son chapeau froissé dans les mains, et resta près de la porte, avec la posture de celui qui a l'habitude de ne pas occuper plus d'espace que nécessaire. « Benoît, dit le baron, tu sais pourquoi je t'ai fait appeler ?» Le vieil homme regarda le baron. Puis, très brièvement, il regarda Lucie, qui était dans le coin. Elle ne fit aucun geste, ce n'était pas nécessaire. « Je sais, dit Benoît. Les documents des terres du côté nord, dit le baron. Les originaux sont en lieu sûr, dit le vieil homme, avec l'économie de mots de celui qui n'a jamais eu la permission d'en utiliser beaucoup. Je les garde depuis 4 ans, depuis que j'ai vu ce qu'ils essayaient de faire. Pourquoi n'as-tu rien dit ? Benoît le regarda avec une expression qui était en elle-même la réponse complète à la question. Le baron réentendit sa propre question en lui-même et en comprit la stupidité. Un vieux domestique aux genoux brisés dans un domaine de l'Auvergne en 1887, témoin d'une manipulation de documents impliquant le seigneur, le fils du seigneur et une étude notariale de la ville. Qu'aurait-il dû dire exactement? À qui? De quelle manière? Avec quelle protection? C'est bien, dit le baron. Tu vas m'apporter ces documents aujourd'hui même? Oui, monsieur. Le baron hocha la tête. Benoît sortit. Le père Eustache était resté silencieux pendant toute la conversation, son chapeau toujours à la main, observant. Maintenant, il dit avec précaution, « Que comptez-vous faire de tout cela ?» Le baron resta avec la question un moment. C'était la bonne question, pas ce qui s'était passé, pas qui était coupable, mais ce qui venait après. Que fait-on de la vérité quand elle apparaît enfin, entière, à 11 heures du matin, un jeudi d'hiver en Auvergne, dans le lit d'un homme qui a passé la nuit à faire semblant d'être mort et s'est réveillé en découvrant qu'il l'était? Premièrement, dit le baron, je vais faire venir un notaire de Clermont-Ferrand, pas celui qu'Hector a recommandé, un que je choisirai. Le prêtre hocha la tête. Deuxièmement, dit le baron, je vais reconnaître Armand. Le silence qui suivit dura le temps de plusieurs respirations. Non pas parce que j'y suis obligé, dit le baron, avant que le prêtre ne puisse dire quoi que ce soit, mais parce que c'est ce qui est juste, et parce que j'ai passé assez de temps à faire ce qui était commode au lieu de ce qui était juste pour connaître la différence quand elle se présente devant moi. Le père Eustache le regarda pendant un long moment, puis il dit avec simplicité « Et la troisième chose ?» Le baron tourna le visage vers le coin de la chambre où Lucie était assise. Elle leva les yeux. La troisième chose prit 3 jours à être rédigée, car le notaire que le baron fit venir de Clermont-Ferrand était méticuleux, et le baron voulait que ce soit exactement ainsi, sans faille, sans ambiguïté, sans rien qui puisse être contesté dans une étude ou un tribunal. C'était une lettre d'affranchissement, non seulement pour Lucie, mais pour les 32 domestiques du domaine de Saint-Benoît, rédigée avec la date de ce jeudi d'hiver,
avec la reconnaissance explicite que la libération était inconditionnelle et immédiate, sans période de transition, sans clause de service, sans rien qui transformerait l'affranchissement en un déguisement d'autre chose. Hector tenta d'intervenir 2 fois pendant les 3 jours de rédaction. Les 2 fois, le baron le reçut avec la même phrase. « J'ai entendu ce que tu as dit à côté de mon lit. Toute la conversation. » Les 2 fois, Hector sortit sans répondre. Hermeline n'essaya pas d'intervenir. Elle resta dans la maison avec ce nouveau calme qu'elle avait acquis après la visite de l'homme de l'étude. Mais le baron savait maintenant ce qui se cachait sous ce calme, et elle savait qu'il le savait. Et entre eux deux s'était installé le genre de silence qui n'est pas une absence de communication, mais sa forme la plus dense. Le docteur Clément n'apparut pas pendant les 3 jours. Il envoya un message disant qu'il avait été appelé pour soigner une famille dans un autre domaine. Le baron lui renvoya un message qui disait simplement qu'à son retour, il y aurait une conversation nécessaire. Il n'y avait pas de menace dans le message, ce n'était pas nécessaire. Le 3e jour, lorsque les documents furent prêts et signés, et que le notaire fut reparti avec les copies qui devaient être enregistrées, le baron fit appeler Lucie. Elle entra dans le bureau, le même bureau où Hermeline avait reçu l'homme de l'étude 2 mois plus tôt, et resta près de la porte, les mains croisées devant elle, sa posture habituelle. Le baron était assis derrière son bureau pour la première fois en 4 jours, encore avec la lenteur de celui qui revient, mais assis de nouveau à la place qui avait été la sienne pendant 40 ans. « C'est fait, dit-il. » Lucie hocha la tête. « Tu savais que j'allais le faire ?» demanda-t-il. « Quand tu es resté là toute la nuit à me raconter ce que tu savais que j'allais signer ?» Elle resta silencieuse un moment. « Non, dit-elle. Je ne savais pas. Alors, pourquoi as-tu pris le risque ? Parce que ne pas prendre de risque était pire, dit-elle avec la même simplicité directe qui avait marqué tout ce qu'elle avait dit cette nuit-là. Si j'étais restée silencieuse et que monsieur était mort ou avait tout perdu, les 32 partaient avec. Si j'avais parlé et que monsieur n'avait rien fait, leur situation restait la même. Le risque n'était que pour moi. Et j'ai appris que lorsque le risque n'est que pour moi, il vaut la peine d'être couru. Le baron resta avec ça un moment. « Tu vas rester au domaine ?» demanda-t-il. « Je reste, dit-elle. Mais pas comme domestique. Si monsieur a besoin de quelqu'un qui connaît ce domaine mieux que n'importe quel comptable, je reste, avec un salaire, les dimanches libres et le droit de partir quand je le voudrais. » Le baron la regarda. « D'accord, dit-il. » Ce fut la conversation la plus courte qu'ils eurent, et la seule qui se déroula entre eux sur un pied d'égalité, non pas à cause de la loi qui mettrait encore 2 ans à changer, mais à cause du poids de ce qui s'était passé entre eux cette longue nuit, un poids qu'aucun document ne créait et qu'aucun document ne pouvait défaire. Le 3e jour, les documents prêts et signés, le baron fit appeler Lucie. Elle entra dans le bureau et resta près de la porte, les mains croisées, sa posture habituelle. Il était assis derrière son bureau, de retour à la place qui avait été la sienne pendant 40 ans, mais avec quelque chose de différent dans sa manière de l'occuper. « C'est fait, dit-il. » Lucie hocha la tête. « Tu savais que j'allais signer ?» demanda-t-il. « Non, dit-elle. « Alors pourquoi as-tu pris le risque ? » Parce que ne pas prendre de risque était pire. Si j'étais restée silencieuse et que monsieur avait tout perdu, les 32 partaient avec. Le risque n'était que pour moi. Et quand le risque n'est que pour moi, j'ai appris qu'il vaut la peine d'être couru. Le baron resta avec ça. « Tu vas rester au domaine ?»« Je reste, avec un salaire, les dimanches libres et le droit de partir quand je le voudrais. »« D'accord, dit-il. » Ce fut la conversation la plus courte qu'ils eurent, et la seule qui se déroula entre eux dans des conditions qui approchaient l'égalité, non pas à cause de la loi qui mettrait encore 2 ans à changer, mais à cause du poids de cette longue nuit entre eux, qu'aucun document ne créait et qu'aucun ne pouvait défaire. Et vous qui avez suivi cette histoire jusqu'ici, qu'en pensez-vous ?
Croyez-vous qu'un homme puisse vraiment changer lorsque le changement n'est pas un choix, mais une conséquence? Quand il ne décide pas d'être meilleur, mais découvre qu'il n'a plus les moyens d'être ce qu'il était? Laissez votre opinion dans les commentaires, car des questions comme celle-ci sont toujours pertinentes aujourd'hui sur le pouvoir, sur ce que l'on construit sur le dos de ceux qui n'ont pas de voix, et sur ce qui se passe lorsque cette voix trouve enfin une nuit entière pour parler. Si cette histoire vous a fait réfléchir, vous a ému ou vous a mis mal à l'aise, partagez cette vidéo. Des histoires comme celle de Lucie n'apparaissent généralement pas dans les livres que nous lisons à l'école. Elles restent dans les coins invisibles, attendant que quelqu'un s'arrête pour les écouter. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications. Il y a encore beaucoup d'histoires comme celle-ci qui attendent d'être racontées. Si vous aimez ce que nous faisons ici, ne laissez pas cette chaîne mourir. Partagez, abonnez-vous et commentez avec le mot « témoin », un seul mot, pour que je sache que vous êtes arrivés jusqu'au bout. Mettez un pouce en l'air sur la vidéo si vous pensez qu'elle mérite d'atteindre plus de gens et laissez votre opinion dans les commentaires. C'est le café du narrateur. C'est ce qui fait que la prochaine longue nuit devant le scénario en vaut la peine. Merci beaucoup. À la prochaine histoire. Que nous dit cette histoire? Il y a une question que cette histoire laisse en suspens bien après sa fin. Elle ne concerne pas le baron, ni le poison, ni le testament, ni les accords secrets qu'Hermeline et Hector ont signés dans le dos l'un de l'autre. Cette question est plus simple que tout cela, et précisément parce qu'elle est simple, elle est plus difficile à répondre. Combien de Lucie ont existé? Combien de femmes ont passé 18 ans dans une maison, connaissant chaque respiration, chaque habitude, chaque secret d'une famille qui ne s'est jamais donné la peine d'apprendre leur vrai nom? Combien ont gardé ce qu'elles savaient parce qu'il n'y avait personne de disposé à écouter? Et parce que parler sans être entendu, ce n'est pas parler, c'est juste faire du bruit. L'histoire de France a une mémoire sélective. Elle se souvient des barons, des domaines, des titres de noblesse distribués par un empire qui avait besoin de paraître civilisé tout en fondant ses richesses sur le travail non rémunéré d'un peuple entier. Elle garde les noms des châteaux, les dates des batailles, les portraits à l'huile des hommes qui signaient les papiers. Elle oublie Lucie, non pas parce que Lucie n'a pas existé. Elle a existé, multipliée par des milliers, dispersée dans chaque domaine, chaque château, chaque cuisine et chaque couloir de pierre du pays. Elle oublie parce qu'oublier était commode, parce qu'une histoire qui inclut vraiment Lucie, avec un nom, un fiancé, avec 18 ans d'observation accumulée, est une histoire plus compliquée à raconter. C'est une histoire qui exige que quelqu'un réponde de quelque chose. Le baron Ignace n'était pas un monstre. C'est peut-être le détail le plus inconfortable de tous. Il n'était pas un homme d'une cruauté explicite, d'une violence gratuite, du genre qui apparaît dans les histoires comme un méchant déclaré que tout le monde reconnaît et auquel personne n'a besoin de s'identifier. C'était un homme ordinaire au sein d'un système extraordinairement injuste. Un homme qui faisait ce que tout le monde autour de lui faisait, qui signait ce qu'on lui indiquait, qui ne demandait pas le nom de ceux qui portaient ce qu'il construisait, parce que demander n'avait jamais été nécessaire. Et c'est exactement ce qui rend l'histoire pertinente aujourd'hui, parce que les barons de 1887 n'ont pas disparu. Ils ont changé de nom, d'adresse, de vocabulaire. La logique de ne pas demander le nom de celui qui porte ce que vous construisez, de ne pas voir les histoires qui existent sous ce que vous appelez le vôtre. Cette logique a survécu bien au-delà de l'abolition. Elle survit dans chaque structure qui traite les gens comme des ressources, dans chaque système qui mesure la valeur humaine par la productivité. Chaque fois que quelqu'un de trop invisible pour être rappelé finit par être trop indispensable pour être remplacé. Lucie n'a pas demandé de reconnaissance. C'est le détail qui importe le plus et qui est le plus facile à perdre au milieu de l'histoire. Elle ne voulait pas que le baron s'excuse, elle ne voulait pas de discours, pas de scène de rédemption avec des étreintes et des larmes. Elle voulait une chose concrète, 32 noms qui ne disparaîtraient pas lorsque le domaine changerait de main.
Elle ne sauvait pas le baron, elle utilisait la seule ressource qu'elle avait, la vérité. Et une nuit où il ne pouvait rien faire d'autre qu'écouter pour protéger ceux qui n'avaient personne pour le faire. Ce n'est pas de la résignation, c'est de la stratégie. C'est l'intelligence de celle qui a appris que le système ne changera pas par bonté, mais qu'il peut parfois être déplacé quand on trouve le bon levier au bon moment. La nuit que le baron a passée, feignant d'être inconscient, fut la nuit la plus lucide de sa vie. Non pas parce qu'il a entendu des choses qui l'ont surpris, la trahison de sa famille, les documents manipulés, le fils qu'il n'a jamais reconnu, mais parce que pour la première fois depuis des décennies, il a été obligé de se taire, de ne pas interrompre, de ne pas décider avant d'avoir fini d'écouter, de ne pas transformer l'information en action avant de la laisser être ce qu'elle était. Parfois, la seule façon de vraiment comprendre où l'on se trouve est de ne pas pouvoir bouger. Et parfois, la seule personne qui vous dira la vérité est précisément celle que vous avez passé votre vie à ne pas voir. Parce que celui qui n'a rien à perdre avec la vérité est le seul qui peut la porter sans la déformer. Lucie connaissait sa respiration depuis 18 ans. La question qui reste, celle qui vaut la peine d'être emportée hors de cette histoire, est la suivante. De qui ne connaissez-vous même pas le nom, mais qui connaît votre respiration? Cette question n'a pas de réponse facile, et c'est peut-être exactement pour cela qu'elle mérite d'être posée. Parce que le premier pas pour ne pas être le baron n'est pas de devenir un héros, c'est simplement de s'arrêter un moment, sans poison, sans y être forcé, et d'écouter ce qui se dit autour de vous par des gens qui ont appris à parler bas, parce que personne ne leur a jamais appris qu'ils pouvaient parler fort. Lucie a parlé bas toute la nuit, non par peur, mais par habitude de celle qui a survécu en apprenant la taille exacte de l'espace qu'il lui était permis d'occuper. Le minimum que nous puissions faire, le minimum absolu, est d'apprendre à écouter ce qui a été dit à voix basse avant qu'il ne faille une nuit de poison pour que ce soit entendu.